Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, il y a le chapitrage dans la barre YouTube, en description. Tant que j'y suis, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, Discord, Instagram, TikTok, j'ai rien oublié. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. On a dépassé les 3300 abonnés, en route vers les 3400, puis les 4000. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on commence maintenant. Et on commence avec Mangetsu et le 9e tome de Aoashi. Alors l'animé sur Crunchyroll est génial, j'ai vu pour l'instant 4 épisodes et c'est super bien. Alors en 4-5 épisodes, on est déjà au tome 3, il y a un rythme assez intense et c'est bien de ne pas prendre trop son temps, il y a quand même pas mal de choses à montrer et faut rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Là on a fini un petit peu l'arc introductif de Aoashi. Et en plus c'est marrant parce que le fait de revoir le début par rapport où on en est là dans Aoashi, je me dis ah d'accord, c'était bien ce personnage-là que j'avais un petit peu oublié parce que le début ça fait déjà 1 an pour moi, notamment le mec qui est dans l'équipe qu'ils vont affronter prochainement. Donc c'est toujours un petit peu depuis le tome 8, un petit peu on fait monter la sauce autour du match contre Musashi, je sais plus, Musashino, où il y a donc deux exclus de la sélection qui étaient un petit peu les potes qui ont été recalés de Hashito et ses deux potes. Et donc, on nous fait monter la sauce par rapport à ça en disant ouais, lui il est trop fort, il a une super sélection, ou alors l'équipe elle est trop forte, et après on se rend compte que c'est un putain de connard en fait, le mec, il est juste très fort, mais il fait chier tout le monde, et dans une équipe il en a un petit peu marre. C'est super intéressant, on explore un petit peu le personnage de celui qui a l'attaquant qui a les cheveux un peu en broussailles, et donc on découvre sa petite sœur, enfin, sa sœur jumelle. Il y a le flashback autour de, alors excusez-moi j'ai plus les noms, c'est les deux Yankees, Ryuichi et Togashi Takeshima. Leur passé commun quand lui il a fait un petit stage quand il était à l'école primaire et comment il leur a parlé en disant ouais vous pensez juste à redevenir pro, moi je pense à gagner, c'est vraiment cool. Et alors il y a une case qui alors sur Twitter j'ai fait je sais pas, j'ai fait 500 likes un truc comme ça juste en disant t'as un super référence de Aoashi qui a fait une belle action où en fait t'as Takeshima qui a un rouquin qui a une banane, et à un moment il arrive, il coupe les cheveux, il dit bah quoi, c'est pas comme ça qu'on se donne du courage pour un rouquin avec une banane quand on se rase le crâne. Donc petite référence, gros clin d'œil à Slam Dunk, et les gens ils ont explosé. Je pensais pas que je ferais autant de likes juste pour cette connerie. Et donc là dans le prochain tome ça va être le début du match contre Musashino. Et donc là c'est un gros match parce qu'il y a quand même des enjeux par rapport au Tokyo Esperion et vis-à-vis de l'adversaire. Donc vivement le prochain tome. Ensuite, on parle du tome 6 de Keiji. Alors, j'ai pas parlé du tome 5 parce qu'en fait, Keiji, un tome sur 2 ou 3, je suis en mode ah, c'est bien, mais j'ai pas grand chose à dire, ou ah, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Voilà, c'est vrai que Keiji, c'est un bon rythme, c'est pas vraiment un rythme, mais c'est juste que je suis tellement de choses qu'au bout d'un moment, je pense que Keiji, c'est un titre que je vais peut-être plus savourer quand j'aurai tout lu une première fois et tout relu. Genre, par exemple, Hokuto no Ken, la première fois que je l'ai lu, j'étais en mode ouais, c'est bien, mais je comprends pas trop, il y a tellement de personnages, etc. Et en plus, ils ont tous des faciès un petit peu similaires. Ce qui est un peu le cas, quand je vois Keiji, pour moi, c'est clairement Kenshiro. Là, il y a un nouveau personnage qui est un petit peu son pote, il dit que ça va être son grand pote. Quand je vois, c'est Rao pour moi, Rao avec une queue de cheval. Et j'ai bien aimé le début quand il rencontre Hideyoshi Toyotomi. On lui dit oui, Toyotomi était connu pour être un singe, et t'as Keiji qui se fout de sa gueule en faisant le babouin. C'était vraiment cool. Bah, c'est toujours avec son personnage de. J'ai plus le titre exact, c'est plus marqué, excusez-moi. Bon, de grand combattant qui est un petit peu farfelu dans sa tenue. Mais voilà, Keiji, c'est toujours. Enfin, en tout cas, c'est toujours aussi bien dessiné. Tetsuo Hara, je surkiffe. Alors, je sais pas, il y a une rumeur comme quoi il va y avoir une réédition de Hokuto no Ken. Est-ce que ça sera dans la collection Mangetsu Tetsuo Hara? Pour l'instant, ce sont que des rumeurs, ce sont juste des bruits de couloir de Twitter. Donc est-ce que c'est Kazé qui va faire une réimpression? Je ne sais pas. Moi j'ai la réédition Deluxe ultime de chez Kazé. Donc à moins que ça soit encore mieux que ça, parce que c'est quand même une édition grand format. Alors même s'il y a des pages qui ont été un peu coupées, et donc on a certains visages qui sont découpés, on n'a pas tout le visage entier, en bas et en haut de page, et on a les pages couleurs grand format. Je vois difficilement ce qu'on peut faire. On peut faire mieux que ça. Surtout si bon, on reste dans la continuité de l'édition Mangetsu, bah, ça sera un petit format un peu décevant. Pour moi en tout cas. Après ceux qui n'ont pas l'édition Kazé, attendez, ne revendez pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais par contre, je sais qu'il y aura les nouvelles couvertures. Mais bon, page couleur, grand format, voilà, enterre le game pour moi, personnellement. Kengan Ashura, tome 20. Donc c'est le dernier tome du dernier renvoi en date que j'ai reçu de Meian. Alors en théorie,
Aujourd'hui, je tourne, je devrais recevoir le tome 21, 22, 23, 24 dans un jour ou deux. Peut-être même aujourd'hui, je sais plus, il faut que je regarde la date, j'ai reçu un mail, etc. Bon, c'est pas grave. Dans ce tome-là, c'est la fin du deuxième tour du tournoi Kengan. Donc c'était les huitièmes de finale ou les quarts de finale, je sais plus exactement. Ils sont plus que... Oh, je sais plus. Bon, et donc là, il restait plus que un combat terminé. Donc on avait le combat entre le représentant de l'entreprise pour laquelle travaille Oma. Donc c'était Hatsumi Sen, qui travaille pour le groupe Nogi, qui affronte donc le combattant qui avait affronté le médecin, qui était un condamné à mort, qui était censé être mort et qui est revenu à la vie. Bon, le combat est expédié dès le début de ce tome-là, hein, il était quasiment terminé à la fin du tome 19. Et donc ensuite, on a le gros combat entre, alors excusez-moi, j'ai plus les noms, c'est le Croc de Metsudo face au dieu le dieu de la guerre taille. Donc c'est Kaolan Wongsawat, le dieu de la guerre taille, face à Kano Agito, le Croc de Metsudo. Le combat est incroyable. J'ai rien à dire, c'est une violence, c'est impressionnant, c'est un défouloir. Enfin, ils se bastonnent, tu sens que c'est quand même des gros combattants. Déjà, tu as le numéro 1 contre un des mecs qui est considéré comme un des plus puissants du tournoi. Bah forcément, tu as un méga affrontement. Et donc, à la fin, on nous tease un petit peu les prochains combattants, sachant qu'il y en a 2-3 qui sont vraiment mais mal de chez mal, notamment le prochain adversaire de Oma, Cosmo, qui est pour moi, il peut pas se battre. Il est à l'hôpital, là, il est dans un lit, il est en lit de réanimation, il pourra pas se battre. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis hyper curieux de lire la suite, de savoir la suite du tournoi Kengan, surtout qu'il reste, en théorie, plus que 2 envois. Les 4 prochains, plus les 3 derniers qui arriveront au mois de juillet. Et Kengan Ashura, ça sera terminé. Est-ce qu'on aura Omega? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, pour l'instant, pour moi, en termes d'abonnement chez Meian, je pense que le prochain, ça va être Karakuri Circus. C'est sûr et certain. En tout cas, parce que bon, avec un rythme de 4 tomes tous les 2 mois, c'est clairement de l'abonnement à la Kengan et la Kingdom. Et en plus, ça fait encore un manga qui commence par K. Je ne sais pas si c'est une référence ou quoi. Mais en tout cas, voilà, Kengan Ashura, c'est toujours aussi bien. Ensuite, on passe chez Pika avec Kaguya-sama Love is War, tome 9. Donc, alors, si je dis pas trop de bêtises, ce tome-là, c'est plus ou moins la fin de la saison 2, notamment le petit chapitre avec le ballon qui est pour moi le finish de la saison 2, qui en plus le début de la saison 3, on recommence là-dessus, même si je crois qu'il y a 2-3 chapitres qui n'ont pas encore été adaptés de la fin de la saison 2, mais en tout cas là voilà, tout ce tome là c'est centré sur, je crois que c'était au moins 2-3 épisodes qui étaient un petit peu le gros fil conducteur de la fin de la saison 2, donc la grosse kermesse, le gros tournoi sportif de l'école d'élite dans laquelle ils sont, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Toujours aussi cool, et surtout que là c'est un gros tome autour de Ishigami et son développement avec encore un chapitre qui s'appelle, alors j'ai plus le nom exact du chapitre, ça s'appelle C'est ainsi que Yu Ishigami ferma les yeux, donc il y a à chaque fois un petit chapitre où on découvre un petit peu son origin story, et notamment comment il est devenu une sorte d'otaku un peu refermé sur lui-même. Il a toujours été un peu otaku, mais vraiment le côté hikikomori n'était pas encore forcément là, et on découvre que il y avait une fille qu'il appréciait, mais c'était pas forcément son amoureuse. Elle est sortie avec un mec, et il a découvert que le mec c'était un gros connard qui la tronchait, il la trompait 40 fois par jour, et donc il a dit t'arrêtes ces conneries, il a dit oui, tu vas faire quoi? Ils sont battus et tout le monde a dit ouais c'est un connard, et c'est à cause d'elle qu'elle a dû quitter son petit copain, et il a rien dit, il s'est refermé sur lui-même, etc. C'est super cool ce petit chapitre. Après le reste c'est toujours aussi bien, j'ai adoré les trucs qui n'étaient pas dans l'animé, si je dis pas de bêtises, c'est toutes les petites épreuves sportives, notamment tous les trucs autour de Ichika, Fujiwara, la secrétaire, où à un moment il y a un passage où elle doit récupérer une sorte de bonbon dans une sorte de truc de farine, et il y a tous les mecs en mode attends, elle a mis sa bouche là-dedans. Et les mecs ils sont à fond sur elle, il y a son père qui arrive qu'on n'a jamais vu, sa mère qui vient aussi qu'on n'a jamais vu, et on découvre que voilà, les seins de Fujiwara viennent de son père et pas de sa mère qui est plate comme une limande. Et j'ai adoré aussi quand il dit, son père il dit ne montre pas ton nombril, c'est vulgaire. Et tu vois, tout le monde fait ça. Et après tu vois sa sœur qui arrive, il fait je veux pas que tu viennes comme ta grande sœur. Elle, j'ai rien pu faire. Je trouvais ça génial. Pareil, en plus il y a le délire où le père de Fujiwara invite le président, qui est un truc, alors sans trop spoil, qui fait écho à un truc qui s'est passé dans la saison 3. Et je me dis, à quel moment il l'a invité? Je comprends que c'est dans une scène qu'on n'a pas vue dans l'animé, ou en tout cas dont je me souviens pas, mais en tout cas Kaguya-sama Love is War, c'est toujours un régal. Ensuite on parle de Twilight Boon Hanako-kun tome 7, donc un tome centré sur une grosse histoire qui est donc le 3e mystère, l'enfer des miroirs, et donc on a le frère de Hanako, qui transforme donc ce personnage-là qu'on avait vu il y a 2-3 tomes, qui était un fan de photographie, qui avait rencontré
le petit frère de l'exorciste, et qui est donc piégé dans ce monde-là, qui va devenir le nouveau troisième mystère, Mitsuba. Donc on découvre un petit peu comment les mystères deviennent des mystères. Ça c'est un truc qu'on ne savait pas trop exactement à quel moment ils devenaient. Donc il va y avoir une sorte de super puissance, de super pouvoir, que si tu tues le fantôme et que tu la bouffes, tu deviens ce pouvoir, donc ce mystère. En tout cas, je l'ai compris comme ça. Donc t'as donc Hanako et son frère, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, qui ont l'air de se créer une petite bande de mystères qui vont sûrement s'affronter dans quelques temps. D'un côté, t'as Hanako avec l'exorciste, Néné, et le mystère araignée, le mystère renard. Et de l'autre, t'as son frère avec le mystère, en tout cas pour l'instant, miroir. Le mystère temps, il a l'air d'être un petit peu neutre, mais je pense il va plus vers le côté de Hanako, enfin, celui du présent. Donc voilà, en tout cas, 12 Boon Hanakoken, toujours aussi sympathique, même si c'est vrai que je me dis, là, c'était le chapitre où on réintroduit un personnage, maintenant, quid de ce qui s'est passé dans le tome 6 par rapport au destin d'un personnage, là on n'en reparle plus trop, donc à voir, surtout que il y a 15 tomes, donc là je sais pas où ça va continuer à aller, parce que pour moi on était vraiment rentré dans une sorte de délire où on est à quelques temps, on est bientôt dans la fin, et en fait, pas du tout, on est à peine à la moitié de la série pour l'instant, donc à voir la suite. Et on finit avec Pika, avec le 13e tome de Orient qui vient mettre un terme à cet interminable arc. Donc ils ont affronté un membre de l'Akatsuki, là, donc celui qui voulait réincarner la déesse obsidienne. J'ai trouvé l'arc super long, j'en pouvais plus. J'ai rien compris à cet arc-là, voilà, j'ai pas aimé. Faut peut-être que je le relise pour le réapprécier, mais en tout cas, c'est l'arc que j'ai le moins aimé. Donc là, ce tome finit là-dessus en nous disant, voilà, on a battu le grand méchant, machin, t'as fait ci, tiens, c'est ta récompense, bidule, t'as réussi, c'est ta récompense, toi, Musashi, t'étais trop fort, tu viens dans mon équipe. Il fait, non, moi, je veux faire une équipe indépendante, je suis avec Kojiro et la meuf, cheveux roses, on est ensemble, on est tranquille, on est potes, on va créer une famille, etc. Donc, super intéressant ça. On nous parle aussi des 5 grands généraux, des 5 grandes familles qui étaient potes à une époque et qui sont maintenant un petit peu en mode tendu, en mode gros rivaux. On ne sait pas trop encore pourquoi, je pense que ça va être développé dans les prochains tomes. Donc chacun a un nom de famille qui fait référence à une grande famille. Il y a la famille Date, il y a la famille Toyotomi, si je dis pas de bêtises, j'ai plus les noms exacts. Je vais retrouver le passage, mais en tout cas, je sais qu'on nous donne les noms et à chaque fois, c'est des noms de grands samouraïs ou de grandes familles de samouraïs. Il faut que je retrouve le nom, voilà. Donc on a les Takeda, on a les Tokugawa, donc, qui ont régné sur le Japon pendant très longtemps, les Uesugi, alors eux par contre je connais pas, Date, donc Date Masamune, qui est donc un samouraï borgne, qu'on appelle le dragon de je sais plus quoi, qui est un personnage en plus dans Samurai Deeper Kyo, et les Hojo, et pareil, les Hojo ça me dit quelque chose, mais alors, je vais pas une dire de conneries, mais en tout cas voilà, s'il y a son symbole avec la Triforce, ça me dit quelque chose aussi, mais en tout cas voilà, c'est des noms de grandes familles samouraïs. Quand on s'est un peu intéressé à l'époque Son Goku, ça me dit quelque chose. Et donc, il y a la réunion de ces 5-là, et il y a l'air d'avoir un passé commun entre ces 5-là et le père de Kojiro. Maintenant, quel est-il? On ne sait pas, ça sera dans le tome 14. Et là, j'avoue que ça a un peu titillé ma curiosité, j'ai envie de savoir la suite, et donc j'attends le tome 14 avec impatience. Dernier manga de cette sélection, c'est le tome 101 de One Piece. Alors, je vais pas revenir dessus parce que je l'ai pas lu. Comme d'habitude, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que One Piece, je lis en scan, surtout maintenant qu'il y a Manga Plus, donc c'est légal. Et surtout, en fait, j'attends qu'un arc soit terminé pour tout relire d'un coup en France. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable et j'apprécie beaucoup plus l'arc que de le lire toutes les semaines ou une semaine sur deux quand l'auteur est malade ou qu'il doit prendre une pause. Et en fait, je voulais juste parler vite fait du tome 100 parce qu'en fait, ça vient clôturer une petite fresque qui était sur 3 tomes. Alors, je sais pas si on la verra bien à l'écran. En fait, sur le tome 99, 100 et 101, on avait une image qui se superposait. Je sais pas si vous verrez bien. Où donc on avait Big Mom, Luffy et Kaido et l'équipage des Mugiwara qui étaient réunis. C'était vraiment une très belle image qu'on a découvert au fur et à mesure avec les publications japonaises. Bon, c'est un petit peu dommage que on ait eu les tomes collector 98, 99, 100. Surtout que ça serait plus logique avec le 99 et le 100, 101, qui formaient une trilogie de couverture. Je tiens aussi à préciser qu'à la fin du tome... À la fin du tome 101, en fait, on a trois petites illustrations, en fait, qui étaient un méga poster japonais, où en fait, l'auteur, il y avait eu un concours il y a un an, pour élire les 100 personnages préférés des fans à travers le monde, donc on peut tous voter, et donc il a fait une méga illustration avec tous les personnages, donc t'as quasiment, allez, t'as tous les Shichibukai, tous les empereurs, tous les Mugiwara, t'as tous les main personnages de chaque arc. Je pense vraiment là, c'est les personnages les plus populaires, t'as tous les supernovas, c'est sûr et certain. Et donc, pour ceux qui l'ignorent,
en ce moment, alors au moment où je tourne, et je pense qu'au moment où cette vidéo va sortir, ça sera plus le cas, il y a une méga fresque à Montparnasse, dans le couloir entre le métro 4 et 6, donc c'est un méga couloir, et donc tu as le méga poster, et j'en parlais sur Twitter, c'est bien, clairement, c'est vraiment cool de mettre One Piece, les mangas, aussi autant en avant, même si bon, est-ce que One Piece a besoin de ça pour être vendre? Je ne pense pas, mais bon, c'est quand même appréciable. Et en fait, je suis un peu déçu de me dire: «Ah, il y a le méga poster, qui va rester 2 semaines sur, le mur. Par contre, nous, les fans qui vont acheter le tome, on a le droit à la version, noir et blanc». C'est J'aurais bien aimé avoir un petit poster dépliant, même en tout petit format, genre un truc à peine plus grand que 3 tomes mis côte à côte, pour dire: «Voilà, je l'ai», parce qu'au Japon, je crois que c'était des méga illustrations, c'est style comme le poster qui est juste là, voilà, ou le poster qui est juste là, mais vraiment un grand truc. On l'aurait eu en plus petit, ça aurait été cool. Alors, je peux comprendre qu'il y a, les histoires de, pénurie de papier, mais bon, le poster qui est à Montparnasse, jusqu'à preuve du contraire, c'est du papier aussi. Donc, je suis ouais, je suis un petit peu déçu de ce choix. Après voilà, c'est un choix pour faire briller One Piece, en dehors du cercle otaku fan de manga, mais c'est vrai que, bah, le petit fan que je suis un peu: «Ah, j'aurais bien aimé avoir un petit poster». Voilà, c'est mon petit avis de petit fan, de perdu dans ma chambre, qui parle de manga et qui se lave jamais. Maintenant, on va parler de BD et de comics, et tout d'abord, on commence par un comics, le tome 6 de Invincible. Alors, pour ceux qui ont vu que l'animé, qui en plus, je crois qu'ils ont annoncé la saison 2 et 3 il y a quelques jours, mais on est je pense que là, ça sera là au moins la saison 3, de Invincible. Donc, si vous voulez pas vous faire spoil, je vous laisse encore quelques instants avant de poursuivre. Donc, dans ce tome-là, on est sur, l'histoire avec le mec qui voyageait entre les dimensions, bah, un petit peu le Kang le Conquérant, qui a ramené, un millier de, enfin, peut-être un millier, une bonne vingtaine de Invincibles d'autres dimensions qui ont, eux, fait des choix différents que Mark Grayson qu'on connaît. Donc grosse invasion de ça, qui se font poutrer, enfin, même si, les combats sont bien sanglants contre les héros de la Terre, toute l'alliance des héros de la Terre. On a l'arrivée de Conquest, donc l'un des plus puissants, enfin un puissant Viltrumite qui est trop stylé, genre il a un œil en moins, il est chauve, la moustache blanche, bras bioniques. En plus, alors c'est marrant, c'est que, bah, vu sa couleur très, blanc et son nom, Conquest, c'est aussi Conquête, c'est le nom d'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Est-ce qu'il y a un délire Viltrumite où il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse qui ont des noms genre je suis la peste, je suis la mort, je suis la guerre? Je sais pas, lui c'est la conquête. Donc vraiment très très cool. Après ça, il y a tout un délire autour de Atomev, qui est super intéressant. Alors, c'est là où je suis un peu circonspect, encore une fois par rapport au choix des dos, c'est qu'on nous a mis Conquest ici. Le dos est rose. Je pense que ça aurait été plus cool et raccord avec Atomev, qui est rose, enfin, et qui est en plus à côté de Marc sur la couverture. Je sais pas. Donc il y a tout un délire autour d'elle, hein, notamment bah, le fait qu'elle va attendre un enfant de Marc. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer sur les prochains tomes, surtout qu'on est à la moitié de la série. Il y aura que 12 tomes. Il y a aussi tout le délire avec les calmars qui reviennent, qui font l'invasion. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi bah, Sinclair qui a récupéré les versions parallèles de Invincible et qui se fait une armée de robots, donc de robots invincibles. Ah, les prochains tomes, ça va être bien vénère quand Sinclair va péter un câble et qu'il va foutre le bordel. Les calmars qui vont revenir. On va peut-être avoir encore un peu la mafia qu'on revoit un petit peu dans ce tome-là, mais je pense qu'ils vont revenir dans le prochain tome. Non, c'est toujours un petit peu cool le fait qu'il y ait plein de sous-intrigues qui reviennent. Là, on a eu la sous-intrigue sur le mec qui voyage dans les dimensions. Les calmars, ça se calme, ils vont revenir, ils vont se faire poutrer la gueule. Vraiment très très cool, moi, Invincible, c'est toujours une méga tuerie. Clap de fin pour Klezmer, donc c'est dans cette intégrale, c'est le 5e et dernier tome de la série, donc qui s'appelle le Kishinev des fous. Alors, j'étais très surpris par ce tome, parce qu'en fait, toute l'histoire, ils sont dans un train, ils vont vers Kishinev, et en fait, il y a quasiment des conclusions d'intrigue sur le duc, je crois, qui veut arrêter de faire la guerre, t'as le héros et l'héroïne qui bon, sortent ensemble, etc. Donc t'as tout le monde qui, voilà, on finit leur développement un peu personnel, et ils vont vers Kishinev, et le train s'arrête, enfin le train continue, et fin. Et il y a un peu ce côté, mais en fait, t'as pas l'impression d'avoir une fin, t'as l'impression une fin ouverte vers un potentiel prochain tome, un tome 6 qui arrêtera peut-être dans 2-3 ans, ou voire plus, vu que la série s'est terminée en 2015. C'est déjà arrivé que l'auteur s'arrête de genre Donjon, il y a eu 10 ans de pause avant qu'il reprenne, donc pourquoi pas, pareil pour le Chat du Rabbin, il y a eu une longue pause avant qu'il reprenne. Et en fait, à la fin de ce tome, qui est aussi épais que le premier, il y a les carnets, en fait, qui sont un peu les bonus qui étaient sûrement dans les premières éditions, qui étaient donc chaque tome individuel, qui étaient des bonus de l'auteur, et en fait,
j'ai lu celui sur le dernier tome, Kishinev, et en fait l'auteur explique que si il écrit Chat du Rabbin d'une certaine manière, c'est qu'il ne veut pas aller jusqu'à un point précis de l'histoire. Et pareil, pour Klezmer, il s'est arrêté avant qu'ils arrivent à la destination, et je ne savais pas pourquoi. Je me suis renseigné, et en fait, le Kishinev, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a eu une grosse ségrégation raciale et antisémite à l'époque où ça se passe, donc avant la Première Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, il veut pas montrer cette face-là de l'humanité. C'est un choix personnel de l'auteur, je vais pas le critiquer. Après, je me dis, tiens, c'est hyper intéressant de les voir peut-être survivre dans ça, mais il dit lui-même, si un jour il fait une BD sur les Juifs avant 39-45, bah il ira jamais jusqu'à la Shoah. Il a pas envie de raconter ça. C'est un choix personnel, mais c'est vrai que maintenant je comprends pourquoi cette sensation de non-fin. Pour moi, il y avait encore cette continuité, ils peuvent continuer à l'infini de faire des petites histoires autour de la musique. Mais en soi, Klezmer, c'est vraiment super bien. Je vous conseille vraiment de lire la série. C'est 2 intégraux de 25 €, donc 50 € pour 5 histoires de une centaine de pages. Donc on a quand même ouais, 300 pages, enfin 500 pages en tout, pour 2 bouquins à 25 €, pour 50 €. Pour 50 €, vous avez 500 pages de BD, plus une centaine de pages de bonus, à peu près. Donc franchement, je trouve que c'est pas déconnant. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je vais continuer le Chat du Rabbin. Il ne me reste plus que ça à lire de l'auteur. Peut-être que je lirai 2-3 BD un peu standalone, mais pour l'instant, le Chat du Rabbin. Ensuite, j'ai lu L'Ogre Lion, Lion Barbare, de Bruno Bessadi, qui est un auteur, de ce que j'ai cru comprendre, qui a un peu de bouteille. Alors j'avais été... ça faisait quelques temps que le Commis des Comics en parlait, et je me dis, il faut que je le prenne, faut que je le prenne, faut que je le prenne. Je l'ai vu chez mon libraire, je l'ai pris. Donc, L'Ogre Lion, c'est l'histoire, en fait, alors c'est dans un monde d'heroic fantasy, mais alors, fantasy très léger. C'est vraiment plus du médiéval fantastique, enfin, fantastique très très léger, hein, comme je dis. Où en fait, au début, en fait, on suit un petit bouc qui est dans une secte, et en fait, ce personnage-là arrive, il meurt, et en fait, quand il meurt, ou il se suicide, comme il le dit, il devient le dieu, le dieu bouc qui venge des carnivores, et donc il rencontre le petit bouc et il dit « Ouais, eux, c'est des méchants, ils font du mal aux gens », et donc il tue tous les membres de la secte, et après, donc, c'est l'histoire de ce lion qui vient du sud, et de ce bouc qui vient du sud, qui vont retourner chez eux, donc dans le sud de ce monde d'Heroic Fantasy, où donc à chaque fois qu'il rencontre des gens, le lion il se plante, ou il se fait tuer, et devient le bouc, et il venge tout le monde, etc. C'est vraiment très très cool. Avec un délire d'animaux anthropomorphes, j'ai beaucoup aimé. Moi qui aime bien Beastars, qui aime bien Black Sad, c'est dans cette lignée d'animaux anthropomorphes où c'est vraiment très 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 cool cette idée d'avoir transposé les animaux dans notre monde. C'est très différent de Beastars et Black Sad parce qu'on est vraiment dans, comme je l'ai dit, de l'heroic fantasy avec le côté fantastique. C'est vraiment le lion, il meurt, il devient un bouc écorché qui tue des gens et qui a un 3e œil. C'est vraiment cool. Et la fin du tome place un gros truc et là, je me dis putain, le prochain tome il va être tellement ouf quand ils vont arriver dans le pays de l'ogre lion qui s'appelle Kagossi. Vraiment, je peux que vous conseiller l'ogre lion, c'est super bien. Et on finit comme d'hab avec du Astérix. Alors j'ai lu 2 tomes parce que il y a eu un lecteur qui a sauté. Donc c'est Astérix et les Helvètes et Astérix et le domaine des dieux. On va commencer avec les Helvètes qui est sympathique. Il y a des bonnes petites blagues autour du peuple suisse. Le fait que ils soient toujours à l'heure à cause des coucous, le fromage, etc. Donc il y a un peu les petits clichés de la tradition suisse. Alors il y a pas trop, j'ai pas vu trop de délire autour du fait qu'ils étaient très militaires et indépendants. Il y a le côté un petit peu indépendant dans le sens où ils vont jamais dire que les Gaulois sont là, ils vont jamais dire aux Gaulois que les Romains sont là, genre ils font « démerdez-vous, on veut bien vous aider mais on va aider aussi les autres, quoi qu'il arrive ». Vraiment très très cool. Il y a des petites blagues autour de l'argent et des taxes, où je sais plus, il y a un délire, il y a une blague qui m'a fait mourir de rire au tout début, et je l'ai plus en tête, donc je vais pas la retrouver. Globalement, c'est une petite blague vraiment toute conne. C'est une bonne histoire, c'est pas encore ma préférée des histoires où ils quittent le village, parce que j'ai trouvé que globalement, le domaine des dieux était peut-être pour l'instant l'une des meilleures histoires d'Astérix qui reste au village. Comme on m'a expliqué et que je l'explique à chaque fois, les 2 auteurs ils font un album au village, un album où ils quittent le pays, enfin ils quittent le village, et je trouve que pour l'instant, de tout ce qu'il y a eu On reste dans le coin, c'est peut-être l'une des meilleures histoires où c'est adapté en film par Astier, t'as les Romains Jules César qui dit j'en ai marre, on n'arrive pas à les conquérir, ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener Rome chez eux, et ils vont devoir se romaniser d'eux-mêmes. Et c'est vraiment cool, c'est ce petit clin d'œil au fait que
les Parisiens, quand ils viennent en campagne, ils ramènent un petit peu leur truc, ils font on fait comme ça, nous, à Paris. Genre, ah, le poisson, il est à 1 sesterce ici. À Rome, il est à 5, hein. Et donc, ils font, oh putain, peut-être que je dois augmenter le prix parce que les Parisiens, ils sont là. Donc, tu vois ce petit parallèle. Après, je trouve que l'album met peut-être un peu de temps à démarrer dans le sens où il y a l'architecte qui vient, il doit couper des arbres, et je pense que ça dure au moins 10 pages, où il coupe un arbre, Astérix, Panoramix, Obélix, il replante des arbres, il recoupe des arbres, il replante des arbres, et en fait, t'as facilement un bon quart de l'album, où c'est juste cette blague-là de il plante, il repousse, il plante, il repousse, tu te dis, on peut pas juste un peu accélérer, parce que là, c'est vraiment le genre de blague, tu te dis, bon, t'as compris au bout de 2 fois, et ils te la font, mais genre 4-5 fois. Alors, il y a c'est aussi le délire avec les esclaves qui demandent d'être... il y a tout un délire de syndicats où il dit oui, on veut moins de coups de fouet, on veut des RTT, on veut des jours de congé, on veut des pauses, etc. Voilà, tu rigoles un petit peu. Et c'est vrai que la blague on arrache, on replante, elle devient vite très lourde. Et je pense que s'il la refaisait, je pense qu'il réduirait un petit peu ça. C'est même un passage qui est très court en fait dans le film d'Astier, où il se consacre beaucoup plus sur le domaine des dieux que sur la construction du domaine, et donc comment les Gaulois se sont romanisés. J'ai trouvé qu'en fait, la version d'Astier va un peu plus loin parce que bah, les Gaulois vont beaucoup plus dans le délire des Romains, où là, en fait, ça dure finalement que 2-3 jours pour eux. C'est un petit... Bon, après, voilà, c'est une différence entre une adaptation et un album qui a une bonne trentaine, quarantaine d'années. Mais voilà, c'est vraiment un très bon album, j'ai beaucoup aimé, et je comprends que Astier l'ait adapté parce qu'il est quand même très intéressant et intelligent. Donc voilà, c'était mes lectures, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, TikTok, Twitter, Discord, Instagram. Et ben sur ce, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.